Bonjour d'abord. Je voulais remercier André Cohen de m'avoir invité devant un auditoire un petit peu pas très habituel parce que moi actuellement je navigue entre les classes de troisième et terminale et je donne, c'est vrai, la préférence aux jeunes parce que je pense qu'il faut parler aux jeunes qui ne sont au courant de rien et qu'il faut vraiment leur transmettre un peu ce qui s'est passé parce que tout peut recommencer d'une manière ou d'une autre et par conséquent je m'engage maintenant d'une façon, même si cela m'est difficile, de le faire le plus possible au niveau de jeunes. Néanmoins, je suis tout à fait fier et content de remercier André de m'avoir invité devant un auditoire un peu plus âgé et qui me parlera peut-être d'une façon un peu moins rapide que le jeune, que je pourrais comprendre vos questions. Et par conséquent, je vais rentrer dans le vif du sujet puisqu'on n'a pas tellement de temps. Et j'ai accepté l'invitation pour vous parler, effectivement, vous expliquer d'abord comment se fait-il que moi, j'ai commencé à parler pratiquement 50 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et pourquoi je l'ai fait, c'était tout à fait volontaire, inconscient, à mon niveau. Et je dois dire que le déporté qui rentrait après ce qui s'est passé en France ou ailleurs, certains qui avaient une vue déjà accomplie avant, c'est-à-dire ils avaient une profession, une famille, des enfants, etc., et ils ont tout perdu, ils ont assisté aux assassinats de masse et tout cela, ils avaient envie de parler. En 1945, notamment quand ils ont été rapatriés en France à l'hôtel Lutetia, etc., eh bien, ceux qui parlaient, les quelques-uns qui voulaient parler, n'étaient pas compris du tout. L'auditoire qui était là, un groupe comme vous ici par exemple, qui écoutait les gens en 1945, pensait que le déporté qui rentrait était dérangé psychologiquement et qu'il racontait des choses absolument impossibles à concevoir ou à comprendre. Et comme vous savez, dans les auditoires comme ça, il y a toujours une personne qui se croit un peu plus intelligente que les autres. Elle se lève et elle pose la question à ce témoin qui venait de parler en disant « Monsieur, ce que vous racontez, cela nous semble invraisemblable ou incroyable ou impossible, mais si c'était vrai, ce que vous racontiez, comment se fait-il que vous êtes vivant devant nous à nous parler ?» Parce qu'il est évident, la personne qui parlait, on disait « lui, il a survécu », alors que les autres sont morts dans des conditions extrêmement gravissimes. Comment se fait-il qu'il a survécu? Qu'est-ce qu'il a fait de répréhensible ou de critiquable pour survivre? Et je peux vous dire, la réaction a été très négative parce que les gens qui voulaient parler se taisaient après, ne voulaient plus parler parce qu'en disant « on ne m'entend pas, on ne me comprend pas et on me critique en plus ». Et donc les gens sont tus. Il y avait d'autres gens comme moi qui étaient plus jeunes. Et mon vécu avant n'était pas énorme. Il se comptait sur les doigts d'une main, si vous voulez, une dizaine d'années. Et par conséquent, je n'avais pas un recul important. Et deuxièmement, pour moi, de parler de mon vécu pendant ces 5 années de guerre me paraissait très dangereux au début, parce que je ne pouvais, rien qu'en y pensant, je m'étais décrit comme quoi j'avais derrière moi un fossé énorme dans lequel étaient engloutis tous les miens, c'est-à-dire mes parents, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, un peu partout, et leurs enfants, mes cousins, mes cousines, ils étaient dans ce fossé. Et à côté d'eux, il y avait des milliers, voire des centaines de milliers d'autres victimes. Et si je regardais dans ce fossé, je me jetais dedans. Et par conséquent, moi j'ai fait une analyse qu'il ne fallait pas en parler d'abord,
et que deuxièmement, il fallait essayer de rentrer dans la vie. Et si on voulait rentrer dans la vie, eh bien, on ne pouvait pas le faire si on parlait tout le jour de la déportation. Donc chez moi, le silence a été volontaire et décidé. J'avais 16, 17 ans, 19 ans. Et ensuite, tout ceci s'est accompagné d'autres phénomènes, c'est-à-dire que nous nous sommes aperçus, on pensait que c'était surtout l'Europe de l'Est qui avait trempé dans le crime avec le régime nazi allemand, et on pensait que l'Europe de l'Ouest a été préservée. Mais lorsque nous sommes arrivés en France, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout comme cela, et que l'Europe de l'Ouest a aussi collaboré d'une façon soit active dans la déportation et dans la destruction des Juifs d'Europe, et soit d'une façon par l'indifférence et en disant « ça ne me regarde pas, moi je ne suis pas concerné, par conséquent je ne m'en occupe pas ». Donc si vous voulez, la collaboration active ou passive a fait en sorte que beaucoup de déportés ont mis vraiment un rôle important sur toute l'Europe, et le problème était comment faire pour quitter l'Europe. Ne pas vivre en Europe que nous considérions comme étant un terrain, un sol imprégné du sang et de cendres de tous les nôtres. Je vous fais remarquer, il y a 6 millions de Juifs qui ont été assassinés, plus d'autres centaines de milliers, voire des millions d'autres gens, non seulement des Juifs, ont été assassinés pendant cette Deuxième Guerre mondiale. Et par conséquent, le sol était trempé de sang et de cendres de nôtres, et je pensais nous ne devions pas fouler ce sol et on devait partir. Et de fait, beaucoup de gens se sont expatriés, ceux qui avaient des familles ou étaient reçus aux États-Unis, au Canada, en Australie, et que sais-je encore, eh bien, sont partis dans les pays. Beaucoup de gens sont partis pour la Palestine aussi, parce qu'ils pensaient que c'était le seul endroit qu'il fallait reconstruire et être très prenant. Et donc, bonne partie des déportés s'est expatriée de l'Europe. Et j'étais parmi eux, d'ailleurs. Et si vous voulez, donc moi, je n'ai pas parlé. J'ai quitté l'Europe pendant une dizaine d'années. J'y suis revenu après parce que je voulais faire des études et je n'avais pas de possibilité de le faire ailleurs. Eh bien, si vous voulez, mais en rentrant, j'ai aussi refusé de parler de mon passé. Et même dans ma famille, lorsque je suis rentré, j'ai essayé de reconstruire une vie professionnelle et une vie familiale en même temps pour être fidèle aux désirs de mes parents, ce qu'ils auraient voulu que je fasse. Et donc j'ai fait des efforts énormes pour être digne de leurs pensées. Et je l'ai fait. Mais je pensais aussi qu'il ne fallait pas que je parle trop tôt à mes enfants qui étaient jeunes, que je leur parle de la disparition de leurs grands-parents de mon côté, parce que ça risquait de les blesser et de leur faire du mal. Donc je disais à mes camarades qu'il ne fallait pas parler à nos enfants. Ils n'étaient pas d'accord avec moi. Ils pensaient que j'avais tort, ils avaient raison en partie, c'est vrai, en disant « Mais qu'est-ce que tu fais si ta fille qui a 6 ans te demande où sont tes parents, tu lui dis pas la vérité ?» Eh bien, moi je disais non. Si elle a 6 ans, tu lui dis pas la vérité. Tu lui dis ce que tu veux, mais tu essaies de reporter la réponse à plus tard, quand elle sera plus âgée, qu'elle sera plus à même de comprendre ce qui s'est passé. Et des camarades à moi n'étaient pas d'accord avec moi. Au contraire, ils prenaient leur petite fille qui avait 5 ans. Je vais te raconter comment tes grands-parents ont été assassinés et comment ils sont morts. Et je peux vous dire, ces enfants gardent des séquelles très graves, même jusqu'aujourd'hui.
et des séquelles qu'ils transmettent si jamais ils ont des enfants, parce que certains d'entre eux ne voulaient pas se marier, ne voulaient pas avoir d'enfants, ne voulaient pas créer des familles, parce qu'ils ont été imprégnés par cette douleur profonde à l'âge de 5 ans ou 6 ans. Et donc, bon, d'un autre côté, les silences n'étaient pas très bien non plus, parce que mes enfants à moi, à qui je ne parlais pas, ils savaient des choses à l'extérieur, et ils n'osaient pas me poser des questions, parce qu'ils ne voulaient pas me faire souffrir moi. Donc on était une espèce d'un jeu un peu anormal. Personne ne voulait parler pour ne pas faire souffrir les autres. Parce que moi je disais à ma camarade, si tu prends ta fille sur le genou et tu lui racontes la vérité, c'est comme si tu prenais ta souffrance, ta douleur, dans une seringue, je suis médecin, hein, et c'est avec cette seringue, tu l'injectes directement à ton enfant pour lui transmettre ta souffrance. Et je trouvais ça assez violent et difficile. Et donc j'avais dit chez moi, d'abord je commençais à parler quand ils étaient plus grands, mais j'avais aussi estimé que je ne voulais plus retourner de ma vie, ni en Pologne, ni en Allemagne, où la majorité, justement, de ma famille a été assassinée. Et c'était admis comme ça, et c'était admis dans ma famille aussi. Et donc, c'était notre fils, quand il a eu 21 ans, c'est lui qui a pris. C'est grâce à lui, en fait, que les choses ont changé, parce qu'il est venu voir en disant « Moi, je suis maintenant majeur, et j'ai pris la décision, moi, d'aller à Auschwitz pour voir mes grands-parents, que je n'ai jamais connus, sont disparus. » Alors, ça commençait par une engueulade, vous savez, on s'engueule avec nos enfants de temps en temps, on n'est pas d'accord avec eux. Alors, dès qu'il a mis le mot « disparu », je m'y suis fâché vraiment d'une façon importante. Et je lui ai dit d'abord, tu ne parles pas de disparition. Ils ne sont pas disparus, ils sont toujours là. Ils sont dans nos têtes, dans nos cœurs. Il ne faut pas parler. Mais par contre, si tu veux aller voir où ils ont été assassinés sauvagement, il avait 21 ans, j'ai dit, vas-y. Et en lui disant le mot, vas-y là-bas, j'ai dit non, je regrette, si quelqu'un doit t'accompagner, c'est moi. Tu ne peux pas aller sans moi là-bas. Et c'est comme ça, grâce à son initiative, que moi j'ai changé d'avis, assez brutalement je dirais. J'ai changé d'avis, quelque chose que je connaissais pendant des dizaines d'années. Et c'est comme ça. Et après je me suis rendu compte de toute façon qu'il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et j'ai changé d'autres avis après aussi. Et donc ça m'a ouvert. Et en plus, je n'avais pas le courage de faire ce voyage avec lui tout seul. Je travaillais encore à l'époque. Je ne me sentais pas, ni physiquement, surtout moralement, capable de le faire avec lui, affronter cette réalité là-bas, avec lui tout seul. Et je l'ai parlé à mes camarades déportés, et ils ont trouvé que c'était une bonne idée qu'on fasse un voyage à nous, groupés, un petit groupe. Nous étions 7 déportés, on a amené certains de nos gros enfants, et nous sommes partis, un voyage un peu particulier, pour 6 jours en Pologne, pour visiter non seulement la Auschwitz-Birkenau, mais aussi les autres camps qu'on ne connaissait pas. Et on a visité les autres camps d'extermination. Et puis on a visité aussi les villes dont nous étions originaires en Pologne. On a été visiter nos villes aussi. Et ce voyage de 6 jours a été extrêmement pénible. Et d'abord, on a été très mal reçus là-bas. On demande ce qu'on faisait faire, qu'est-ce qu'on n'avait rien à faire là-bas, et qu'on ne devait pas revenir pour réclamer nos maisons ou nos appartements, etc. Donc la réception a été extrêmement lourde et difficile. Et j'étais bien content de rentrer chez moi au bout de 6 jours. On me s'est dit, c'est fini. J'ai fait mon devoir, je suis allé avec les fils, on a vu, on a visité, tout ça. Et je me suis dit, c'est terminé.
Et ce n'était pas terminé du tout, parce que j'ai changé encore d'avis. Et c'était quelques années après, notre premier petit-fils est arrivé, il avait son anniversaire de 15 ans. Et c'est là que j'ai pris brutalement une décision en disant, à partir de maintenant, nous avions à l'époque 6 petits-enfants, maintenant on en a 8, et j'ai pris la décision que j'emmènerais tous mes petits-enfants à l'âge de 15 ans à Auschwitz avec moi pour leur montrer qui était devenu nos générations précédentes, les arrière-grands-parents et autres, mes grands-parents, moi. Eh bien, j'ai pris cette décision et je la tiens toujours. Je dois dire qu'au mois de novembre, il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 mois, j'ai amené notre 6e petit-fils. Nous avons 7 petits-fils et une petite-fille sur les 8 petits-enfants. Donc le 6e petit-fils, je l'ai amené, mais là encore, j'ai changé d'avis, parce que j'ai dit c'est à 15 ans que je vais les amener, mais le dernier, je l'ai amené à 13 ans. Pourquoi à 13 ans? Il venait d'avoir sa bar mitzvah, et je me suis dit, comme je ne sais pas ma survie, combien de temps dispose, on ne sait pas exactement, mais quand même, le temps est si limité, j'ai mis autant l'amener à 13 ans, c'est toujours ça de gagner. Et donc, maintenant, je les amène à 13 ans. Et mon fils m'a dit, si tu ne peux pas les amener, pour une raison ou une autre, il ne voulait pas dire, si tu casses ta pipe entre-temps, je les amènerai, moi, à ta place. Je ferai le voyage à la date qu'il a décidé pour eux. Et je suis sûr qu'il le fera. Et je peux mourir demain. Je suis sûr qu'il ira avec mes petits-enfants qui restent, il ira avec eux à Auschwitz là-bas. Donc c'est assez rassurant, si vous voulez, que la chaîne, si vous voulez, notre vengeance, c'est que les nazis ont tout raté. Ils voulaient nous exterminer jusqu'au dernier. Ils ne sont pas arrivés. La chaîne de génération continue et nos enfants, nos petits-enfants sont là et continueront à être là. Voilà, ça c'est en préambule. Avant de rentrer, si vous voulez, pour vous donner un parcours de 5 années difficiles, je vais le faire quand même assez rapidement, sans rentrer trop dans les détails. Vous pouvez les trouver un peu à gauche, à droite. Mais ce qu'il faut dire, c'est que notre volonté, c'est pour ça que j'écris les livres aussi, je l'avais commencé il y a 20 ans. Et j'étais trop déprimé d'en parler, et j'ai arrêté. Et c'est seulement dernièrement que mes petits-enfants sont revenus à la charge, et vraiment d'une façon correcte, mais enfin assez soutenue, pour que j'écrive quelques mots quand même, pour qu'il reste un écrit, parce que, bon, on parle, on a filmé, etc., mais enfin, un écrit aussi a une certaine importance, et j'ai accepté de faire ce livre cette année, enfin l'année dernière. Il est sorti au mois d'avril. Et donc, j'ai sorti ce livre qui a 3 parties, vivre, survivre et revivre. Et j'ai volontairement fait ces 3 parties, je trouve qu'elles sont très différentes, mais qui permettent de rendre compte d'une vie qui continue encore un petit peu, je ne sais pas combien de temps, encore un peu, voilà. Et donc, j'ai fait ce livre. Il n'est pas complet, il y a quelques erreurs. Je suis en train de le refaire maintenant, le compléter, parce qu'il va y avoir une nouvelle édition qui va sortir en livre de poche. J'ai exigé que ça soit en livre de poche pour que ce soit accessible plus facilement pour les gens, etc. Et donc, je vais compléter certaines choses qui ont manqué dans cette édition-là. Et puis, il y a une ou 2 petites erreurs que j'essaierai de corriger. Mais enfin, dans l'ensemble, les 3 parties sont importantes que je vais aborder devant vous. Et parce qu'on n'a qu'une vie, d'accord? Eh bien, si vous voulez, la première partie, c'est vivre. Et c'est mon enfance, si vous voulez, de 0 à 10 ans, jusqu'à
jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, de 0 à 10 ans. Donc là, j'ai 90 ans. 9 décades, ça commence à compter. On rentre dans la décade, disons. Eh bien, j'y suis né en 1929. J'ai fêté mes 90 ans il y a quelques semaines. Eh bien, je suis né en 1929 à Łódź, en Pologne, qui est une grande ville industrielle, la deuxième ville du pays, où l'industrie textile était très développée, et on l'appelait à l'époque la deuxième Manchester. Donc je suis né dans cette ville, dans une famille aisée. Mon père était industriel justement dans l'industrie du textile, et il travaillait beaucoup, était un homme très occupé, voyageait beaucoup, que je voyais peu d'ailleurs pendant mon enfance, parce qu'il était trop occupé. Et j'étais le dernier de 3 enfants. Et donc j'ai eu la chance, comme j'étais le dernier, j'étais le plus gâté, le plus choyé par tout le monde, par mes parents, mes grands-parents, mes frères. J'avais un frère aîné de 11 ans, donc il était grand, alors que moi j'étais un bébé. Une sœur aînée de 6 ans, et moi j'étais le petit dernier. Choyé, j'ai eu une enfance extrêmement heureuse, très entourée, par ma mère, mon père, mais toute la famille. Et notre famille aussi vivait une partie en France. Ma mère avait 2 frères à Paris et mon père avait un frère qui vivait à Tours. Et nous connaissions les membres de notre famille en France parce qu'ils venaient en vacances. Et puis, et donc on se voyait, on se connaissait. Et les familles étaient très liées. Et il faut dire que ma mère, qui était l'aînée, ils étaient 4, elle était l'aînée, elle s'occupait beaucoup aussi de tous les membres de la famille, que ce soit en France, en Pologne, etc. Donc elle était la cheville ouvrière du soutien de la famille. Et donc mon enfance de 0 à 10 ans a été très heureuse et qui m'a marqué d'une façon extrêmement positive. Et sans rentrer dans le détail, il faut dire que ma mère insistait beaucoup pour que nous soyons quand même autonomes et que nous fassions des choses nous-mêmes, bien qu'il y avait toujours une employée de maison. Et ma mère estimait que nous devions faire nos chambres, ranger nos affaires, etc. Et même participer aux corvées du lavage de linge ou de choses comme ça, parce qu'elle estimait que les enfants devaient participer. C'était une forme d'éducation. Et surtout, d'en plus, ma mère était extrêmement active sur le plan social, parce qu'elle faisait partie de la WIZO, qui existe toujours, qui était une Women Zionist organisation. Elle était très active et elle s'occupait beaucoup de gens, des immigrés et d'autres. Et elle nous apprenait aussi, cette entraide était extrêmement importante et essentielle à faire. Et mon père, de son côté, avait aussi une attitude un peu similaire. Et lui, il réglait tout financièrement, puisqu'il était aux affaires, comme on dit. Quand il y avait des problèmes financiers, il était là. Il réglait tout de suite le lendemain. S'il y avait un problème au niveau des grands-parents, une tante malade ou un oncle malade, etc., c'était réglé dans la journée qui suivait. Et moi, j'étais impressionné par cette façon de faire, c'est vrai. Mon enfance m'a marqué beaucoup. Et ceci jusqu'à 1939. Vous savez, M. Hitler est arrivé au pouvoir en 1933. Il a été élu démocratiquement. J'appelle ça, je vous dis que l'Allemagne, à l'époque, était les pays les plus démocratiques de l'Europe, où le Parti socialiste était extrêmement développé. Et donc, il y avait des élections. Il a fait une propagande effrénée
à base d'une propagande raciale, en disant qu'il y a une race supérieure, la race aryenne allemande, qui est supérieure à toutes les autres races. Et si on voulait améliorer l'humanité, il fallait faire disparaître toutes les autres races, sauf celle de la race allemande. Et ça marchait bien, les gens ont suivi, et même les scientifiques, même les médecins allemands ont suivi cette théorie de la discrimination raciale. Et en premier, bien sûr, les Juifs, qui étaient une race inférieure, qui était responsable de tout, et les Tziganes, et les Slaves, et j'en passe. Mais c'est une propagande raciale qui marchait très bien. Et on a voté pour lui. Et en plus, les pays européens, par leur attitude un petit peu, je dirais, d'indifférence, on ne croyait pas. On pensait que ce que disait Hitler n'était pas normal, qu'il était un peu fou, qu'il ne fera jamais ce qu'il promet de faire. Et on lui a porté crédit d'une façon, à mon avis, coupable. Et en plus, on l'a même aidé à s'armer, à préparer ce qu'il voulait préparer entre 1933 et 1939. Et il s'est engagé même politiquement en disant, si on accède à mes demandes territoriales, parce qu'il y avait des demandes sur Gdańsk, sur la Tchécoslovaquie, etc., si vous m'autorisez à accéder à mes demandes, je ne ferai pas la guerre. Il a signé même un papier comme il ne fera pas la guerre. Et on l'a cru. Et Chamberlain, le ministre des Affaires étrangères anglais, britannique, a sorti le papier, il a montré à tout le monde comme quoi M. Hitler a signé qu'il ne fera pas la guerre. Eh bien, M. Hitler, quand il avait la force, quand il s'est préparé militairement comme il faut, il a signé un pacte de non-agression au mois d'août 1939 avec Staline, qui était son ennemi juré, le premier ennemi du national-socialisme, étaient les bolcheviks, était le rouge stalinien. Et il a signé un pacte de non-agression avec lui parce qu'il savait qu'il fallait le neutraliser. Et ça s'est passé comme ça. Il a déclenché la guerre. Il a dit à Staline de prendre la partie est de la Pologne. Et lui, il a occupé la partie ouest. Et on a dépaissé la Pologne comme ça en quelques jours. Et de sorte que nous sommes rentrés de vacances. D'ailleurs, un de mes oncles qui a passé ses vacances au mois d'août avec nous, venant de France, il est rentré au mois d'août et la guerre a éclaté le 1er septembre. Et de sorte, nous sommes rentrés et on se retrouvait dans notre ville occupée par les nazis qui ont tout de suite placardé leur volonté et ils ont décidé, dans les jours qui suivaient l'occupation, que les Juifs de cette ville devaient quitter volontairement la ville pour aller s'installer dans le quartier le plus déshérité, où les conditions de vie étaient épouvantables, il n'y avait pas tout à l'égout, il n'y avait pas d'eau partout, il n'y avait pas d'électricité. Ils ont décidé qu'il fallait s'expatrier soi-même pour aller habiter là-bas, pour y constituer un camp de travail qui travaillerait pour l'armée allemande. Et donc, c'était prévu, décidé comme ça. Et les gens, quelques-uns qui étaient très obéissants aux ordres, comme ici en France, ils allaient chercher l'étoile jaune pour la mettre, dans d'autres, ils ne l'ont pas fait. Mais bien là-bas, là aussi, il y avait des gens obéissants aux ordres, et ils sont partis s'installer dans ce quartier. Et puis d'autres n'ont pas bougé. Mon père, d'ailleurs, qui avait une grande estime de la culture allemande et tout ça, il m'a dit, tout ça c'est des bêtises, il nous a dit, on ne bouge pas, ça va s'arranger. Il était d'un optimisme assez déraisonnable à mon avis. Bon, enfin, moi j'avais 10 ans, je ne comprenais pas très bien la situation exactement. Mais enfin, toujours est-il que nous n'avons pas bougé
et que les nazis, au bout de quelques mois, ont décidé de déporter les gens qui ne sont pas transférés d'eux-mêmes, de les transférer de force vers ce camp-là. C'est ainsi qu'ils ont débarqué chez nous. On habitait l'artère principale de la ville, peu importe. Ils ont débarqué chez nous, ils nous ont chassés de chez nous, et en nous dépossédant absolument, en scellant l'appartement et en nous regroupant avec des voisins dans une cour voisine. Et c'était en mois de mars 40. Et là, les nazis ont choisi 3 jeunes gens dans le groupe. Nous étions 200 personnes. Ils ont choisi 3 jeunes gens qui étaient jeunes, un peu plus grands que les autres peut-être. On les a réunis devant les murs, devant nous. Et le nazi a tenu un petit discours de quelques secondes en disant « Vous deviez aller dans ce camp de vous-même, vous n'êtes pas allé. Maintenant, on va vous y amener de force. Si vous y opposez, si vous essayez de vous évader et vous opposez à ce transfert d'une manière ou d'une autre, voilà ce qui va vous arriver. » Il a donné l'ordre à une escouade d'SS qui était là, ils étaient 5 ou 6, et ils ont fusillé les 3 jeunes gens devant nous, pour l'exemple. Et parmi eux, il y avait mon frère aîné, qui avait 22 ans à l'époque, a été fusillé comme ça, devant son père, sa mère, ma sœur et moi. Et je peux vous dire, c'était notre atteinte, première atteinte de notre famille. Après, on a appris aussi l'assassinat des grands-parents, des autres, et tout ça. En tout cas, en ce qui nous concerne, l'assassinat de mon frère était la première atteinte familiale extrêmement profonde, en ce sens que ma mère... Ensuite, on nous a, après cet assassinat, on nous a convoyés, on nous a chassés avec violence, et vraiment d'une façon extrêmement sauvage pour nous transférer vers ce camp. Mais comme c'était la nuit, on nous a fait dormir dans un hangar pour passer la nuit. Et là, le lendemain, je n'ai pas reconnu ma mère. Elle a complètement blanchi. Elle était jeune parce qu'elle a eu son fils aîné à l'âge de 20 ans. Elle avait 42 ans. Eh bien, elle a blanchi de tête. Je ne l'ai pas reconnue. Et mon père était également totalement abattu, que je ne reconnaissais presque pas. Moi qui le connaissais, un homme énergique, voyageant, revenant, etc. Et je le voyais abattu d'une façon extrêmement grave. Et ma sœur, qui avait 6 ans de plus que moi j'avais 11 ans. Eh bien, ma sœur, qui avait 17 ans, une jeune fille très joyeuse, très vraiment extraordinaire, elle est tombée malade, elle a commencé à faire des crises convulsives gravissimes, une espèce d'épilepsie réactionnelle à ce qu'elle a vu. Et donc, je me suis retrouvé à 11 ans à voir mes parents dans cet état, et ma sœur aussi. Et moi, j'étais, sans savoir comprendre ce qui se passe exactement, j'avais compris que j'étais le seul valide. Et donc, on nous a ramené, au petit matin, on nous a amenés vers le camp là-bas. Et là-bas, il fallait trouver quelque chose pour vivre. Et c'était difficile, mais finalement, mon père a rencontré quelqu'un qu'il connaissait, un de ses employés d'ailleurs, qui nous a trouvé un petit appartement, une pièce avec une petite cuisine, où on a emménagé tous les 4. Et il fallait commencer une nouvelle vie dans ce quartier déshérité de la ville, dépossédé de tout. Et mon frère assassiné, qui a eu une répercussion sur mes parents gravissime. Surtout, mon père s'est reproché la mort de son fils aîné comme étant, lui, responsable de cette mort. Et pourquoi il se sentait responsable? Le temps qu'il a vécu encore là, pendant cette guerre, parce que mon frère était un grand sioniste avant la guerre. Et il faisait partie d'un petit groupe qui s'apprêtait de partir en Palestine en 1938. Et il est parti avec son groupe, ce qu'on appelait en Archara, en préparation de départ à la Palestine, pour apprendre
à travailler l'agriculture, travailler la terre au sud de la Pologne, où ils ont travaillé dans une ferme. Et mon père n'était pas d'accord avec ce départ. Il est allé chercher son fils là-bas pour lui dire qu'il avait besoin de lui parce qu'il avait fait des études d'expertise comptable et il pensait qu'il avait besoin de son fils pour travailler avec lui. Et il a dit en plus que sa mère était très triste de le voir partir et qu'elle était souffrante. Et à tel point il a mis la pression que mon frère est rentré à la maison parce qu'il savait que sa mère était malade et il ne voulait pas la laisser souffrir. Il est revenu et un an après, il a été assassiné comme ça. Et mon père s'est accusé de cet assassinat. Pendant les 4 années qu'il a vécu encore, il s'est reproché en disant « si je n'étais pas le chercher, il serait parti avec son groupe et il serait vivant maintenant ». Et il est de fait, moi j'ai trouvé ses camarades de ce groupe-là, qui sont partis en Palestine en 1938, je les ai retrouvés en Israël, ensuite après 1949 à 1948. Et de sorte que mon père s'est reproché, et ça l'a déprimé tellement qu'il n'a jamais pu se remettre de ce traumatisme violent pendant les quelques années qu'il a vécu encore. Donc nous avons donc emménagé. J'étais le seul, le travail était imposé à partir des 10 ans, 11 ans, les enfants devaient travailler. Et donc j'étais le seul à pouvoir travailler, de nous 4, mais pendant les 2 premières années, de 40 à 42, dans ce camp, la cellule familiale était respectée, qui était tout à fait exceptionnelle par rapport à d'autres camps de concentration qui existaient après. Mais là, la cellule, même les gens qui ne travaillaient pas, qui étaient malades ou âgés ou jeunes, trop jeunes, avaient droit à une carte d'alimentation inférieure à celle des gens qui travaillaient, mais ils avaient le droit d'exister et droit à quelque chose. Et de sorte que les conditions de vie dans ce camp se sont détériorées très rapidement du fait de 2 choses. D'une part, le manque d'hygiène. Il n'y avait pas d'eau partout. De tout à l'égout, on jetait tout dans la rue. Il n'y avait pas de tout à l'égout qui existait. Donc toutes les déjections, tout ça, c'était dans la rue. Et il n'y avait pas de savon, il n'y avait pas d'eau partout, il n'y avait pas d'électricité partout. Et il y a une effusion de maladies infectieuses et contagieuses très rapides, avec une mortalité importante, et puis surtout entraîner une incapacité pour des gens de travailler. Et de sorte que 2 ans après, en 1942, ça c'est des 40 à 42. En 42, les nazis ont décidé que le taux de gens improductifs dans ce camp était trop important et qu'il fallait éliminer tous les improductifs, à savoir tous les enfants de moins de 10 ans et tous les gens qui étaient âgés, handicapés ou paraissant malades comme tels. Il fallait les éliminer. Et on savait que les éliminer, ça veut dire qu'il fallait les envoyer à la mort. On ne savait pas très bien où et comment, on l'a appris après, mais on savait qu'ils n'allaient pas dans une maison de repos. Et donc, c'était une chose gravissime d'ailleurs. Et ce qu'il y a eu, c'est qu'il y avait des jeunes gens dans ce camp. Il y a des couples qui se sont formés entre 40 et 42, et ils ont eu 2 enfants qui sont nés dans le camp. Il y avait des bébés de 3 mois, de 6 mois et d'1 an. Il y a des bébés qui étaient nés juste avant la guerre, peu importe, en tout cas de moins de 10 ans. Et on a demandé volontairement aux parents de séparer de leurs enfants, parce que les parents étaient jeunes, ils pouvaient travailler. Et donc il fallait qu'ils se séparent de leurs enfants de moins de 10 ans pour les laisser partir, pour que les parents puissent rester travailler. Et c'était même le responsable juif de ce camp
qui a fait un discours qui existe toujours dans ces discours où on joint les parents de séparer de leurs enfants. Les parents ont refusé, bien entendu, ils ne voulaient pas séparer les enfants, et on est venu, les SS et la police est venue les arracher aux parents de force pour les jeter dans des camions et pour les sortir du camp, pour les assassiner dehors. Et donc c'était une chose gravissime. En ce qui nous concerne, ils ont débarqué dans notre maison, nous ont fait descendre. Moi, qui étais devenu pendant ces 2 premières années, je suis en fait devenu le chef de famille, puisque mes parents étaient déprimés, ma sœur était malade. Il fallait que je les prenne en charge pratiquement entre 11 et 13 ans. Eh bien, j'ai dit à ma sœur de ne pas descendre, parce que je me disais, s'il descendait, qu'elle faisait une crise d'épilepsie en bas, de convulsions, elle allait être exterminée et fusillée en bas. Et donc je l'ai fait cacher sur le lit, elle est restée, en espérant qu'on ne la trouvera pas. Et puis moi je suis descendu avec les parents, on m'a demandé mon âge, j'avais dit que j'avais 13 ans, donc on m'a dit tu es bon, tu restes ici pour travailler. Et puis mes parents qui avaient visiblement air âgé, fatigué et mal, on les a sortis. Et moi, le fait d'être séparé de mes parents, je trouvais ça impossible pour moi. Et j'ai décidé de sortir moi-même dehors pour les rejoindre. Et en sortant, je me suis dit, ta sœur, si jamais elle survit là-haut, elle ne pourra pas survivre toute seule, elle va mourir. Et j'étais pris comme ça dans une espèce d'indécision, quoi faire, rester, rejoindre mes parents. Enfin, j'ai regardé un petit peu la situation et j'ai vu que le nazi qui gardait le camion ne regardait pas juste le camion, il regardait à côté. Et j'y suis monté, il y avait un escabeau, mes parents étaient en arrière du camion. S'ils étaient au fond du camion, je n'aurais jamais pu les descendre, mais comme ils étaient en arrière, je les ai descendus, je les ai fait rentrer dans l'immeuble en quelques secondes. Et c'est comme ça, ma sœur n'a pas été retrouvée là-haut, le camion est parti, et c'est comme ça nous sommes restés vivants, tous les 4, après cette action de l'automne 1942. Il faut dire, cette même année, moi j'ai eu 13 ans, et j'ai eu ma bar mitzvah. Et c'était, mon père est sorti un tout petit peu de sa torpeur, en disant, je deviens bar mitzvah, il faut faire quelque chose. Il s'est démené pour me trouver une paire de téphilines, pour me trouver un endroit clandestin, ce qu'on appelait une espèce de shtibl, une synagogue, où on se réunissait, où il y avait un minyan avec 10 personnes, qui a permis à ce que je fasse ma bar mitzvah. Et à cette occasion, ma mère, d'ailleurs, m'a brodé un petit sac avec mes initiales, et pour mettre les téphilines dedans, que j'ai gardé jusqu'à 1944, eh bien, ma mère m'a tenu un petit discours à l'époque pour ma bar mitzvah en disant « Maintenant tu es adulte, tu as 13 ans, et je dois te dire quelque chose de très important. Ni moi, ni ton père, ni ta sœur n'allons pas survivre à cette guerre, parce que nous sommes très mal, et toi, tu es le seul. Il faut que tu fasses tout ce que tu peux pour essayer de survivre à cette guerre, essayer de retrouver notre famille, parce qu'on savait déjà que la famille en Pologne, la grande majorité a été assassinée déjà. Mes grands-parents à Varsovie, mes tantes, ma cousine, tout le monde était déjà exécuté d'une manière ou d'une autre. Et elle m'a dit, chargée d'essayer d'aller en France, pour essayer de retrouver notre famille là-bas, pour leur raconter ce qui est arrivé à tous les autres membres de la famille. Et je dois dire que cet ordre m'a porté d'une façon extrêmement forte à partir de ce moment-là. Et donc, en 1942, nous sommes restés tous les 4 vivants, mais j'étais le seul personne officielle. J'avais le droit de travailler, j'avais une carte de travail, j'avais une carte d'alimentation, et mes parents et ma sœur qui n'a pas été retrouvée
n'avaient pas d'existence légale. Ils n'avaient plus de droit, ce qu'ils avaient le droit avant entre 40 et 42. C'est-à-dire la petite carte d'alimentation, même s'ils ne travaillaient pas, ils n'avaient plus le droit. Il fallait que je me débrouille pour qu'on puisse survivre à tous les quatre, avec l'aide, il faut dire, pas survivre tout seul, parce que notre aide, ça existait dans tous les camps et partout, et d'une manière ou d'une autre. Et c'est grâce justement à des amis, souvent de mon frère qui a été assassiné, qui nous ont aidés d'une manière ou d'une autre à survivre, à tenir le coup. Et c'est ainsi que le temps passait, la mortalité était grande, enfin je travaillais et j'arrivais à apporter à manger quelque chose à mes parents pendant ces 2 années, et on espérait peut-être qu'on avait quelques nouvelles comme quoi le front de l'Est s'avançait vers la Pologne, puisque Hitler en 1942 il a rompu le pacte, il a envahi la Russie. Enfin, je ne vous parle pas de Stalingrad, de tout ça, vous devez le connaître, tout ça. Eh bien, et on espérait quand même, on savait que le front de l'Est se rapprochait de plus en plus vers nous, et on espérait peut-être que ça prendra fin d'une manière ou d'une autre. Et c'est ainsi, en 1944, que les nazis ont décidé de liquider notre camp et de nous transférer dans un autre camp, soi-disant, en Allemagne, où les conditions de vie étaient meilleures. Et on a cru que c'était vrai. Et puis on s'est présenté tout seul, même à la gare, pour partir. Et c'est ainsi qu'on est parti dans des conditions extrêmement précaires et difficiles, dans des wagons à bestiaux, avec une petite lucarne pour avoir un peu d'air. C'était en été 1944, il faisait très très chaud, et puis pas à manger, ni à boire, aucune mesure d'hygiène. Il fallait faire tout ça dans le wagon comme ça. Il y a eu déjà une mortalité à l'intérieur du wagon. Et le train avançait, on savait s'arrêter, on ne savait pas où on allait, combien de temps on allait voyager, mais finalement on est arrivé, au bout de 2 nuits et 3 jours, on est arrivé, le train s'est arrêté, et en fait on n'était pas arrivé en Allemagne, on est arrivé à Birkenau-Auschwitz, dont on ne connaissait pas l'existence. Je vous signale que le même camp de travail, le ghetto, ce qu'on appelle du Varsovie, était érigé à Varsovie, dans un endroit qui a bénéficié du tout à l'égout. Et c'est grâce à le tout à l'égout où les gens pouvaient communiquer avec l'extérieur par les égouts. Et je dois vous dire qu'à Varsovie, ils étaient au courant de tout. Ils savaient ce que c'était Birkenau-Auschwitz, ils connaissaient Treblinka, ils connaissaient Chelmno, ils connaissaient tous les endroits où on assassinait les Juifs, où tout ce qui se passait. Et c'est par ces égouts-là, ils avaient tous les renseignements et que les jeunes ont décidé, puisqu'ils étaient au courant de la réalité des choses, ils étaient au courant, ils ont décidé de préparer ce qu'on appelait après la révolte du ghetto de Varsovie en 1943. Et ils ont tenu tête hors d'Allemagne pendant plusieurs semaines avant d'être exterminés, puisqu'ils ont mis le napalm, ils ont mis le feu dans ce camp, dans ce ghetto, pour exterminer tous les gens qui sont soulevés. Chez nous, il n'y avait pas ça, on n'était pas au courant. On arrive à Auschwitz, on nous fait descendre des trains, on ne sait pas où on est exactement, et là j'avais 2 ou 3 déportés qui se rapprochaient de moi, qui étaient habillés en rayé comme ça, en disant « dis que tu as 17 ans, dis que tu as 18 ans », sans comprendre de quoi il s'agit, mais enfin on me l'a chuchoté comme ça. Et puis on passe la sélection devant le nazi allemand, qui était un médecin d'ailleurs, allemand, qui faisait avec son pouce, il regardait les gens, il disait à gauche, à droite, à gauche, à droite. Mes parents, qui avaient l'air visiblement âgés et pas bien, tout de suite à gauche. Moi, il me regarde, il me demande quel âge. Wie alt bist du? Quel âge as-tu? Alors,
je me suis souvenu, j'avais 15 ans, et je me suis souvenu ce qu'on m'a chuchoté de dire, j'ai dit 17 ans. Et ce nazi me regarde comme ça, 17 ans, il me donne un coup de poing violent dans la poitrine pour éprouver ma résistance. Il se trouve que je ne suis pas tombé, je suis resté comme ça, j'ai reçu le coup, mais je suis resté debout. Eh bien, comme il a vu que je suis resté debout, il m'a fait aller à droite. Ma sœur, qui était aussi avec moi, qui était une jeune, elle avait 21 ans, et sa maladie ne se voyait pas sur elle. Elle avait une tête de jeune femme, quoi, normale. Donc, ils l'ont fait aller à droite aussi. Je l'ai vu partir du même côté que moi. Alors que mes parents sont partis à gauche. Une fois partis à droite, arrivé là où on nous a déshabillés, désinfectés, je passe sur les détails, j'ai demandé aux gens qui s'occupaient de nous, les déportés, mais les gens sont à gauche. Où ils sont allés? Parce que c'était mes parents qui étaient là. Alors on m'a expliqué en 30 secondes, alors que j'étais au courant de rien, imaginez-vous, j'ai 15 ans, j'ai déjà vécu 4 années difficiles, de 11 à 15 ans comme ça, on vous explique en quelques mots ce que sont les chambres à gaz, comment on assassine les gens dans les chambres à gaz, comment ça se passe, comment on retrouve ensuite les cadavres dans ces chambres à gaz qui étaient des douches soi-disant, comment on retrouve les cadavres entassés les uns sur les autres, une espèce de pyramide comme ça, eh bien, comment on traîne leurs corps avec des crochets pour les amener dans les fours crématoires, pour les incinérer. Et quand vous apprenez que c'était vos parents avec lesquels vous étiez à quelques-uns, avec eux, ils ont subi ce sort-là, j'ai demandé aux gens, moi je ne vais pas rester ici, je voudrais aller les rejoindre de l'autre côté, et je pensais que si je mourais avec eux, ce serait mieux pour eux et pour moi. Eh bien, on m'a dit, tu ne peux pas sortir d'ici, ici on ne sort pas. De toute façon, même si tu pouvais sortir, je t'assure, tes parents regardent la fumée qui s'échappe des cheminées des fours crématoires qu'on voyait, qu'on sentait. Il faut que tu saches, tes parents sont déjà dans la fumée que tu vois là. Et je peux vous dire que, malgré mon vécu déjà, et tout ce que j'ai fait pendant ces 4 années, ça a été pour moi un choc extrêmement grave. Mais c'est là que je me suis souvenu tout de suite les paroles de ma mère, et j'ai changé d'avis. J'ai dit non, je reste ici, je fais ce qu'il faut pour continuer. C'est comme ça qu'on m'a tatoué, on m'a habillé et on m'a envoyé à Auschwitz, qui était un camp de travail qui n'avait rien à voir avec Birkenau. Birkenau qu'on appelait Auschwitz II, qui était le camp d'extermination, où on a exterminé 1 300 000 juifs. Et plus de tziganes. Les tziganes, on a tué, je ne sais pas, mais 300 ou 400 000 tziganes dans le camp lui-même. On napalm, on lance-flamme. On décidait parce qu'ils étaient en famille, les tziganes. Dans ce camp-là, ce qu'on appelait le Tigonian-Lager, on les a exterminés comme ça parce qu'on estimait qu'ils étaient vecteurs de maladies contagieuses ou infectieuses. Et on est rentré, lance-flamme, et on a incinéré comme ça, hommes, femmes et les enfants, tout le monde ensemble. Et c'était... d'ailleurs, moi j'étais dans ce camp après, et on m'a expliqué comment ça s'est passé pour les tziganes. Non, toujours est-il, j'ai décidé de continuer pour être fidèle aux paroles de ma mère, et c'est comme ça qu'on m'a transféré à Auschwitz I, où j'ai fait partie d'un commando de travail extrêmement dur, où on sortait à pied le matin, au son de la musique, pour marcher comme il faut, et on rentrait le soir, après le travail, et pour subir ce qu'on appelait l'appel. Et l'appel, c'était gravissime, parce qu'il fallait que les chiffres soient complets, que personne ne manque, et que tous les gens qui mourraient au travail,
parce qu'ils ne travaillaient pas assez vite, pas assez bien, étaient exécutés au travail. Il fallait amener leurs cadavres pour qu'ils soient là à l'appel, parce que s'ils manquaient à l'appel, ils étaient étiquetés d'évadés. Et s'ils étaient évadés, tout le bloc auquel ils appartenaient était puni. Et puis si on retrouvait des gens évadés, on les ramenait au bloc et on les pendait devant nous, avec un discours en disant « il voulait s'évader, voilà ce qui lui arrive. Si vous essayez de vous évader, vous serez pendu de la même manière. » Et c'était très dissuasif, je peux vous dire. Il n'y a pas eu beaucoup d'évasions du camp d'Auschwitz. Il y en a quelques-uns quand même qui sont évadés, mais c'était très rare, parce qu'on le retrouvait toujours. Il y a des gens qui essayaient de s'évader et qui tuaient des civils dans la campagne ou dans la forêt pour s'approprier de leurs vêtements, parce que les déportés avaient des vêtements rayés, d'accord ? Donc on les reconnaissait tout de suite. Donc les gens qui s'évadaient, la première chose qu'ils voulaient, c'est s'habiller en civil, qu'on ne puisse pas les reconnaître. Et comme ils n'avaient pas d'habits civils, ils prenaient un civil qui passait quelque part, ils les tuaient carrément, et ils s'appropriaient des affaires. Mais ce n'était pas suffisant. Premièrement, ils avaient une tête un peu assez rasée et tout ça. Et deuxièmement, ils étaient tatoués. Et avec le tatouage, on retrouvait toujours les évadés. Vous comprenez ? C'était le système tatouage était un système anti-évasion tout à fait particulier qui existait surtout à Auschwitz-Birkenau. Voilà. Et donc, en plus, pour raccourcir un peu, ces régimes de travail tous les jours, il se trouve que je suis tombé malade. Et là-bas, malade, si vous ne pouvez pas travailler parce que vous êtes malade, j'avais la diarrhée, des vomissements, de la fièvre. Enfin, j'avais un typhus. Et on m'a dit que j'étais contagieux. Il fallait qu'on m'envoie à l'hôpital, à l'infirmerie, pour m'isoler parce que j'étais un danger pour les autres. Et donc, je savais aussi, quand on allait à l'hôpital, à Auschwitz, c'était pour mourir, parce que vous ne pouviez plus travailler, donc on n'avait pas besoin de vous, on vous remplaçait par quelqu'un d'autre. Eh bien, je suis à l'hôpital, je me suis dit, bon, là, c'est la fin. Et je vois arriver un médecin qui s'approche de moi, un grand, un blond, avec une blouse blanche. Je me suis dit, ça c'est un médecin nazi qui vient m'achever ici. Et je reste comme ça, et le médecin, il se penche sur moi, il me parle en allemand, je l'écoute, il me dit, reste calme, reste tranquille. C'est des paroles auxquelles je ne m'attendais pas du tout, vous savez, dans cet endroit. Et alors, je l'écoute, il me dit, je regarde d'abord sa blouse, et je vois qu'il n'a pas, parce que nous savions que le médecin SS avait une tête de mort, avec SS de chaque côté de la tête de mort, qui étaient des médecins nazis. Et puis, je regarde sa blouse, je vois qu'il n'a pas du tout de tête de mort, mais au contraire, il a un numéro que j'avais moi aussi d'ailleurs. Et sur ce numéro, moi j'avais un triangle rouge, mais lui, il avait un triangle violet. Et je ne savais pas ce que c'était les triangles violets. Bon, enfin, je regardais comme ça, mais j'ai compris que ce n'était pas un médecin nazi, que c'était un déporté. Et il m'a parlé très humainement en disant « Je vais m'occuper de toi, je suis médecin, je vais essayer de t'aider, mais il faut que tu m'écoutes. Ce que je t'ai dit de faire, il faut que tu fasses. » Ça ne se peut pas être comme ça. Il venait me voir toutes les demi-heures avec une potion, avec du liquide. Il me faisait boire à la cuillère. Lui-même, il me donnait à boire avec la cuillère comme ça, toutes les demi-heures. Et il faut dire que ce médecin m'a sauvé la vie. C'est grâce à ce soin que j'ai pu survivre. Quelques jours après, ma fièvre est tombée, j'ai arrêté de vomir, ma diarrhée s'est arrêtée, et de sorte que quelques jours après, j'étais mieux,
et on m'a renvoyé dans mon bloc 17 duquel je venais. En arrivant dans le bloc 17, et d'abord les gens étaient étonnés que je sois revenu, parce que pour eux, une fois que je suis parti, pour eux c'était fini, j'étais mort. Et quand je suis revenu vivant, je leur raconte l'histoire du médecin qui m'a soigné, et je demande, c'est quoi, c'est le triangle violet? Alors ils me disent, le triangle violet, il faut que tu saches, ce sont des déportés allemands, anti-nazis. Ils ont ces sites particuliers, c'est qu'ils sont Bibelforscher, c'est-à-dire témoins de Jéhovah, et en plus, ils refusent de faire le service militaire allemand. Ils sont réfractaires au service, et à cause de ça, ils sont déportés dans les camps de concentration, et comme parmi ces témoins de Jéhovah, il y avait beaucoup de médecins, d'infirmiers, de travailleurs sociaux et d'autres, ils se sont démenés tous, partout où ils étaient, à aider les autres, à essayer de tenir le coup, de survivre. Et c'est grâce à ce médecin qui m'a sauvé carrément la vie, et c'est pour ça que je suis vivant actuellement. Et donc, ce médecin m'a sauvé la vie, on m'a expliqué ce que c'était, et puis ensuite j'ai bénéficié d'une deuxième chance. Au lieu de retourner dans le commando où je faisais partie avant, où on sortait tous les matins, tous les endroits où on travaillait à 4-5 km autour du camp, on sortait à pied et on revenait le soir. Mais les endroits où on travaillait, qui étaient plus à distance, qui étaient à 15-18 km, on ne pouvait pas faire à pied et rentrer le soir, c'était trop loin. Et comme il n'y avait pas de camion pour l'amener, il y avait des sous-camps, il y avait une baraque qui était construite sur place, où on travaillait sur place et faisait l'appel sur place. Et donc j'ai bénéficié d'être dans ce camp-là, qui était une grande exploitation agricole, où on travaillait très dur, mais les conditions étaient un peu meilleures que dans le camp d'Auschwitz, et ça nous a permis de tenir le coup un peu, et puis le temps passait, et on arrive en hiver 1945, par un froid énorme, on rentre du travail au mois de janvier, et on nous dit, le camp est liquidé, prenez vos affaires et sortez dehors. Bon, on ne savait pas quoi, comment, on ne vous explique pas. Vous savez, le régime nazi était bien organisé. Je dois vous dire que le régime en haut lieu, il y a les exécutants, mais il y avait les décideurs en haut lieu, comme toujours, comme maintenant. Vous avez les gilets jaunes, d'accord, ils sont dans la rue, excusez-moi, c'est aparté, mais il y a d'autres gens qui décident pour eux. Eh bien, les décideurs nazis avaient 3 piliers importants, fondamentaux, à savoir, pilier numéro 1, toutes les actions qu'on préparait contre les gens, que ce soit des juifs, des tziganes, des résistants ou d'autres, il fallait préparer ces actions dans le secret le plus total, pour que les gens ne sachent pas ce qu'on leur prépare. Et ces secrets étaient très bien gardés, même en France et partout ailleurs. Eh bien, ça c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'était lorsque l'action est déclenchée, il fallait que cette action se passe dans la violence la plus totale possible. Pourquoi ? Si vous ne savez pas ce qui vous arrive, on vient vous chercher brutalement chez vous, on ne vous explique pas ce qui se passe. Et on vous met dans une situation de violence extrême, à savoir des cris, des coups de matraque, des coups de bâton, des chiens bergers allemands qui sont capables de vous dévorer pour rien, des exécutions sommaires à coups de mitraillette ou à coups de revolver. Les gens étaient comme ça, exterminés pour rien. Ce climat de violence, et du bruit surtout, faisait en sorte que les gens ne savaient pas ce qui arrive, deuxièmement, étaient paralysés par la violence. Et c'était les 2 piliers importants. Il y avait un 3e pilier qui est arrivé en 1943,
où les grands dignitaires nazis, sauf Hitler prêté lui-même, on savait qu'ils allaient perdre la guerre. Quand les deux fronts arrivaient vers l'Allemagne, à l'ouest par les Américains et les Alliés, et à l'est par les Soviétiques, ils savaient qu'ils ne pourront pas gagner la guerre. Ils étaient sûrs qu'ils vont la perdre. Ils savaient qu'ils étaient criminels et qu'ils allaient rendre justice à l'instance internationale après la guerre. Et comme tous les criminels qui se respectent, si vous ne pouvez pas prouver l'objet de leur crime, vous ne pouvez pas les condamner. Et donc, ils ont pris une décision en très haut lieu, l'effacement des traces de leurs crimes. Et c'était l'action 1005 ou 1010, peu importe. Cette action-là a fait qu'on a exterminé systématiquement tous les gens qui travaillaient dans les chambres à gaz ou dans les chambres de four crématoire ou ailleurs, qui participaient à cet assassinat de masse. On les exterminait, eux, tous les 3 mois, on les changeait par d'autres personnes pour qu'ils ne restent pas des témoins vivants. Et puis, toutes les choses qui témoignaient de leur assassinat, on les a fait sauter, les chambres à gaz, le four crématoire, etc. Ils ne sont pas arrivés, c'est vrai, ils n'ont pas effacé les traces. Les traces sont restées, et on en trouve même encore jusqu'à maintenant. Les traces sont restées, mais ils voulaient le faire. Donc, je passe, et j'arrive là, on est à Auschwitz en janvier 1945. Paris était déjà libéré depuis longtemps. Eh bien, on nous dit, dehors, par rangée de 5, dans la neige, convoyés par des SS à cheval, qui nous convoyaient, il fallait marcher, et très rapidement, on s'est rendu compte, on ne savait pas où on allait, ni combien de temps ça va durer, et où on allait, rien. Marcher. Et on marche, tous les gens qui montraient le moindre faiblesse à la marche, soit ils trébuchaient ou ne marchaient pas assez vite et pas assez bien, étaient exécutés sur place par une balle dans la nuque, à bout portant, à bout de fusil, parce que les SS qui nous convoyaient étaient à cheval, ils nous voyaient très bien, puis ils étaient un peu plus gros que nous, et puis quelqu'un ne marchait pas bien, on lui fixait le canon de son fusil, une balle dans la nuque, il est mort. Et le problème était encore, obsession pour les gens qui continuent à marcher, c'est de prendre le cadavre de votre camarade qui vient d'être assassiné, de prendre son cadavre et le jeter sur le bas-côté de la route, à gauche ou à droite, parce que les gens qui étaient derrière, il y avait des colonnes, des milliers de gens qui marchaient comme ça. Il y avait des colonnes qui ne savaient pas qu'il y avait un cadavre par terre, ils trébuchaient sur le cadavre et ils étaient exécutés à leur tour. Et donc notre obsession à la marche, 1, de marcher, et 2, d'éliminer les corps. Et vous voyez sur la route des milliers de cadavres à gauche ou à droite, et vous saviez, votre premier faux pas, vous êtes là ou là. Et c'était très lourd. Et pour arriver, au bout de, on a fait 100 km comme ça, et pendant 3 jours, et pour arriver à une gare, on nous a entassés dans des wagons à marchandises ouverts, en hiver 45 par moins 15, moins 20 degrés, on nous a jetés dans ces wagons à 140, 150 personnes, entassées comme ça, dans la neige, et les trains sont partis, et toujours sans savoir combien de temps, où, comment, rien. Le train part, au début, on mange la neige parce qu'il y avait un peu sur les parois et tout, bientôt il n'y avait plus de neige parce qu'elle avait fondu sur nos vêtements par la chaleur de nos corps, il n'y avait plus de neige du tout, eh bien, on n'avait ni à manger, ni à boire, et le train avançait, et les conditions, la mortalité dans le wagon était déjà pas nulle, et le train avançait comme ça, et on ne savait pas où on était. En fait, on était déjà en Allemagne, et pour arriver, au bout de 2 nuits et 3 jours encore,
arrivés dans un camp, et moi j'étais sûr que c'était un camp d'extermination, parce que nous étions tellement épuisés qu'il n'était pas question qu'on parle du travail. Et donc je me suis dit, on nous amène ici pour nous achever. Et en descendant du train, les déportés qui nous recevaient, eh bien, ils nous disaient, ils nous voyaient, qu'on était très, très impressionnés par ce qui se passait. Et ils nous disaient, ici, ce n'est pas un camp d'extermination, c'est un camp de travail qui existe depuis 1937. C'était d'ailleurs des Allemands qui nous recevaient. C'était des anti-nazis allemands qui nous disaient, non, c'est un camp de travail qui a été érigé en 1937 contre les anti-nazis allemands. Eh bien, ici, c'est un camp de travail, c'est pas du tout ce que vous pensez. Et moi, je croyais qu'on nous montait, qu'on nous racontait des histoires. Une fois déshabillés, désinfectés, rentrés dans les douches, j'étais sûr que j'étais dans une chambre à gaz. Et là, j'avais une pensée encore pour ma mère en disant, voilà, j'ai tenu jusqu'à là, mais là, c'est la fin. Et qu'est-ce que je vois? Au lieu qu'il y ait des gaz qui arrivent, on savait comment ça se passait, eh bien, il y a de l'eau chaude, de l'eau tiède, qui est arrivée par les pommeaux de la douche. On a été douché, on a eu d'autres habits, on nous a changé d'habits, d'autres numéros avec des triangles rouges. Et donc, je m'y suis mis que les gens qui nous parlaient, ils ne nous mentaient pas, qui nous disaient la vérité. Et c'était vrai. En fait, c'était un grand travail où on a été reçus grâce à ces déportés-là, grâce à eux, parce qu'ils savaient que nous étions au bout du rouleau, après ce voyage, cette marche de la mort et le train et tout ça. Ils savaient que si on sortait travailler dehors, dans le souterrain, où on construisait les V2 et les V4 allemands pour l'armée allemande, on était condamnés à mort. Ils sont débrouillés de ne pas nous faire sortir du camp, de nous faire travailler à l'intérieur du camp, et c'est grâce à eux qu'on a pu survivre. Et comme le temps était relativement bref, puisqu'on est arrivé en janvier, le 18 janvier, et on a été libérés le 11 avril, 3 mois après, on a été libérés par les Américains. Et donc, si vous voulez, et grâce à eux, nous avons pu survivre. Il y a eu 900 adolescents juifs qui sont arrivés à Buchenwald en venant d'Auschwitz et d'autres camps de l'Europe de l'Est, d'Hongrie, Bulgarie, etc., de un peu partout. Et ces 900 ont survécu grâce aux déportés politiques qui étaient dans le camp, souvent depuis plusieurs années déjà. Et donc on a survécu grâce à eux. Mais ce qui se passait de particulier, c'est que tous ces déportés politiques qui étaient là, beaucoup sont morts au travail, c'est vrai, mais ceux qui n'étaient pas morts ont été rapatriés très très rapidement dans leurs foyers respectifs, dans leurs pays respectifs, où ils ont retrouvé souvent leur famille ou leur femme avec quelqu'un d'autre, mais enfin ils l'ont retrouvé quand même, et ils retrouvaient leurs biens, et ils essayaient de ceux qui n'étaient pas morts, de rentrer dans la vie le plus rapidement possible. Et nous, les 900 adolescents, et je vais terminer par là, je crois que c'est bon, on va en dire un, ça va. Nous, les 900, on a décidé, nous étions tous originaires d'Europe de l'Est. Et nous avons décidé d'un commun accord entre nous qu'on refusait de rentrer dans nos pays respectifs. Et pourquoi? Bien qu'on venait nous chercher, il y avait un camion polonais avec la faucille et le marteau, puisque la Pologne était occupée par Staline. Ils venaient nous chercher et en fait, nous avons refusé de monter dans les camions parce que nous savions, que nos familles ont été toutes exterminées. Nous étions tous orphelins et que, deuxièmement, tous nos biens ont été spoliés et que nous n'avions aucun espoir de retrouver quoi que ce soit. Et par conséquent, on a dit, nous, on ne quitte pas le camp. Si c'est pour aller dans nos pays respectifs, on ne retourne pas.
Et les Américains étaient très embêtés. Ils ne savaient pas quoi faire de l'eau. Ils étaient embêtés parce qu'ils cherchaient une solution. Solution, on ne se trouve pas comme ça. Et je peux vous dire, c'était l'action de la nièce de Gaulle, Geneviève Antonios de Gaulle, qui était une résistante, qui a été libérée dans le camp de Ravensbrück en Allemagne. Elle a appris qu'il y avait 900 adolescents de 16-17 ans survécus à Buchenwald qui ne veulent pas bouger, et parmi eux, il y avait aussi 3 enfants des 10 ans qui ont survécu parce qu'on les a fait rentrer en fraude. Ces déportés-là ont fait rentrer en fraude 3 enfants des 10 ans qui ont survécu comme ça. Et par conséquent, elle en a parlé à De Gaulle, et De Gaulle a enregistré cette demande, et dès la signature de l'armistice avec les Allemands au mois de mai 1945, si je vous signale, mois de mai 1945, De Gaulle a pris une décision lui-même d'organiser à l'époque une action humanitaire qui n'existait, après il y en avait beaucoup d'autres, mais il voulait organiser une action humanitaire et il a décidé que la France devait recevoir à peu près la moitié de ces 900, qu'elle a accepté 423 de ces jeunes, dont les 3 enfants dont je vous ai parlé, et elle a accepté, et puis De Gaulle lui-même, avec sa grandeur d'esprit qu'il avait, il voulait faire que l'État français nous adopte et qu'il fasse de nous des pupilles de la nation. Et on nous a expliqué tout ça en long et en large. Et puis moi j'ai demandé au commandant américain qui faisait des listes, parce que De Gaulle a demandé que les autres 400 qui restaient, fallait qu'ils soient dispatchés entre les différents pays européens où chacun prenait un petit groupe pour ces jeunes orphelins qui les acceptent. Et la Suisse a accepté, elle a dit qu'elle acceptait tous les jeunes tuberculeux parce que les soins en Suisse pour la tuberculose étaient soi-disant meilleurs qu'ailleurs. Et c'est vrai, elle s'est engagée, elle les a acceptés. Et puis en France, donc c'était bien. Moi, je suis allé voir le commandant américain en disant, écoutez, moi, j'ai peut-être la famille en France, et est-ce que je peux être dans la liste qui va en France parce que je vais essayer de le retrouver, peut-être ici en vivant. On ne savait pas très bien ce qui s'est passé. Alors il me dit, écoute, les listes sont faites, vous savez, l'administration, comme partout, qu'elle soit américaine ou autre, les listes sont faites. Si tu es dans la liste qui va parmi 423 qui vont en France, tu iras en France. Mais si tu n'es pas dans la liste, eh bien tu iras en Norvège ou ailleurs, et là-bas tu vas te débrouiller pour partir de toi-même pour aller en France chercher ta famille. Bon, il se trouve, j'ai eu la chance d'être dans la liste des 423. Donc c'est une grande chance, c'est vrai. Et donc c'est comme ça, nous avons été reçus, mais tout de suite, le changement au niveau de nos fonctionnaires, qui étaient très intelligents comme toujours, ont dit, c'est pas possible, la France ne peut pas accepter, adopter, faire pupille de la nation 423 jeunes épaves qui vont mettre 10 ans à mourir sur le compte de l'État français. Et il y a eu un changement tout de suite de décision en disant la France accepte les 423 puisqu'elle s'est engagée, elle leur donne des visas d'entrée à condition qu'ils soient réceptionnés par une institution juive et non pas par l'État français. Et c'est comme ça, je vous signale, l'OSE, l'œuvre de secours aux enfants, je pense que certains d'entre vous connaissent, dont je suis toujours très actif jusqu'à aujourd'hui, l'œuvre de secours aux enfants a accepté de nous recevoir, les 423, mais elle a dit, l'OSE à l'époque, c'était en 1945, elle a dit on n'a pas d'argent. Eh bien, dites-vous bien que le Joint américain,
c'est-à-dire la communauté juive aux États-Unis. On a diffusé la nouvelle comme quoi 423 jeunes orphelins vont être reçus par l'OSE, mais l'OSE n'a pas les moyens. En 15 jours, moins de 15 jours, la communauté juive à New York et ailleurs s'est mobilisée. Elle a mis à la disposition de l'OSE France la somme nécessaire pour nous recevoir. Et l'OSE a loué un prémentorium à Écuy, en Normandie, où on a été reçus là-bas en quarantaine pour 40 jours. Voilà, j'arrête là. Mais enfin, je vous ai parcouru tout ça d'une façon un peu rapide. Et dans les livres, je parle justement de la première partie, vivre, ma petite enfance, et l'aide de mes parents. Deuxième partie, comment on a fait pour survivre pendant ces 5 années, et qui était tout à fait douloureux et difficile. Et ensuite, comment fait-on pour rentrer dans la vie à nouveau? Voilà. Et je rentre dedans. Élie, je voudrais souligner quelque chose. Ta volonté de survivre et ta volonté de devenir chirurgien. Quand tu racontes que lorsque tu es arrivé en France, en définitive tu avais 15 ans, mais tu avais un niveau scolaire de l'âge de 6e, voilà. Tu as été en Israël, et en Israël, à l'âge de 22 ans, si je me trompe, tu as voulu être médecin, et à quel âge? Non, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Passe le micro. Non, écoutez, si vous revenez en arrière, il faut dire qu'il y a des choses qu'on fait sans analyser et sans comprendre pourquoi on est fait sur le moment. Parfois, on met 10 ou 15 ou 20 ans à comprendre pourquoi on a pris telle ou telle décision. C'est assez fréquent. Et il faut vous dire que moi, en France, j'étais un des premiers, justement à Écuy, où on était en quarantaine parce qu'on nous a enfermés après ce que nous avons vécu dans les différents camps. On est arrivé en France, on nous a dit, écoutez, la France vous reçoit, mais pour des raisons de sécurité, il faut que vous soyez enfermés pendant 40 jours. Ça s'appelait la quarantaine. La quarantaine. 40 jours pour savoir que vous n'êtes pas atteint de maladies graves, infectieuses, contagieuses, etc. Donc, vous restez là et vous ne bougez pas. Je peux vous dire, pour des jeunes comme nous, qui sommes arrivés, tout ce que nous avons vécu, de nous dire, vous êtes enfermés, c'était déjà gravissime. La moitié d'entre nous, on sautait par le mur. Il n'y avait pas de fils barbelés électrifiés, non? À Écuy, il y avait juste un mur, il suffisait de sauter. Et donc, on sauvait, on partait, on voyageait. On acceptait mal cette quarantaine. Et moi, je recherchais mes oncles. Je voulais savoir si ma famille en France était vivante. Et j'avoue, en arrivant à la frontière française, où on nous a changé de train, où on nous a reçus comme des rois, et soi-disant le jeune convoi de Buchenwald qui arrivait, on avait chaque station, il y avait la musique, on nous distribuait de bonbons, de chocolat, et on nous a mis dans des wagons Pullman première classe. Imaginez ce que c'est pour nous, après notre vécu, alors qu'on a voyagé en Allemagne en 4e place, dans des wagons délabrés, complètement cassés en bois. Et on arrive à la frontière française, on nous change de train, et on rentre train première classe Pullman, avec des tétières, vous savez, hygiéniques comme ça, derrière la tête. On se marrait vraiment. Et c'est quelque chose qui est impressionnant. Et chaque station, une musique, etc. Et puis là, j'ai distribué des mots en marquant mon nom, mon prénom, le nom de mon oncle, et en espérant qu'on va lui faire parvenir s'il est vivant. Comme je n'avais pas de nouvelles, au bout de quelques jours là-bas, je me suis dit, si je n'ai pas de ces nouvelles, je savais qu'il était très lié à moi, puisque je l'ai vu en 1939, il a passé ses vacances avec moi, et nous étions très très proches. Je dis, s'il était vivant, il donnerait signe de vie.
Et il y avait une éducatrice qui est partie d'Écuy, là où nous étions, et je l'ai chargée d'aller à l'hôpital Rothschild, où je savais que mon oncle devait travailler, et d'aller voir s'il est là. Elle n'a pas eu le temps de le voir, elle a téléphoné à l'hôpital en disant « Est-ce que le docteur Payne est là ?» Elle lui dit « Il est là, il est de garde, je vous le passe. » Il prend le téléphone et elle lui dit « Écoutez, votre neveu, Élie Buzyn, il est avec un groupe de jeunes, d'adolescents, à Écuy, en Normandie, il est vivant. » Alors mon oncle pensait que le seul survivant de notre famille était mon frère, parce que mon frère avait 21 ans, il était grand, il était costaud, il s'est dit, s'il y a un qui a survécu, c'est lui. Et moi j'étais un bébé pour lui, il m'a vu naître. Alors, il dit à la femme, écoutez, vous vous trompez, c'est pas Élie Buzyn, c'est Avram Buzyn. Elle lui dit, non, je vous dis, c'est Élie Buzyn, il est jeune, il a 16 ans et tout ça. Elle me dit, vous vous trompez, ils s'engueulent tous les deux au téléphone, à tel point qu'elle raccroche. Et mon oncle, une fois qu'elle a raccroché, il s'est dit, mais si c'était vrai ce qu'elle dit, cette femme, eh bien, il a mobilisé un ami à lui qui avait une voiture. Sur le champ, il était en consultation, que je l'ai bien connu, le docteur Chevalme, il s'appelait comme ça, le docteur Chevalme, il va le voir, il dit, laisse tomber tes consultations, tu vas avec moi tout de suite en Normandie. Et il était militaire à l'époque, il était médecin capitaine. Et il arrivait à Écuy, et à Écuy, on me demande, moi j'étais dans le parc là-bas avec mes amis en train de discuter, je ne sais pas ce que je faisais, j'arrive, je vois, il y a un perron, et je vois un militaire français, avec les képis et tout ça, je m'approche et je reconnais que c'était mon oncle, que j'avais vu en 1939. Nous étions en 1945. Je le vois, je tombe dans les bras. J'étais le premier des 423 qui étaient là d'avoir trouvé un membre proche de sa famille. En France. D'autres ont trouvé des membres de leur famille en Australie ou ailleurs, mais en tout cas, en France, j'étais le premier. On se jette dans les bras, tous les deux, on pleure, et autour de nous, tous les jeunes qui étaient là pleuraient aussi. C'était une scène vraiment, vous ne pouvez pas imaginer. Et puis, en parlant, comme ça, il me dit, est-ce que tu sais, à moi, il me dit, est-ce que tu sais que ta sœur est vivante? Alors je dis non, je suis sûr qu'elle n'est pas vivante, j'ai cherché dans toutes les listes, je ne rentre pas dans les détails, mais je suis sûr qu'elle n'est pas vivante. Il me sort de sa poche, sur place, là, devant tout le monde, il me sort un petit papier sur lequel je vois écrit l'écriture de ma sœur en disant « Je suis très malade à l'hôpital, elle ne marque pas quel hôpital, je suis hospitalisée, mais je suis vivante », signé de son nom et marqué le nom de mon oncle. Ces petits papiers uniques qu'elle a donnés à un médecin dans un hôpital à 40 km de Bergen-Belsen, d'un camp de concentration là-bas, a fait 4 ou 5 personnes. Vous savez, les gens n'allaient pas à Paris, de là-bas, d'Allemagne comme ça, tous les jours. Ces papiers a fait 3 ou 4 personnes et il est arrivé dans la poche de mon oncle. Moi, j'ai donné 4 papiers en France, à la frontière française. Aucun n'est arrivé, pour vous dire comment les choses se font. Et c'est comme ça que j'ai appris qu'elle est... Alors donc, il y a eu un problème tout de suite après, parce qu'il ne voulait plus que je reste là une seconde de plus. Il a décidé de m'emmener avec moi à Paris. Et puis, le commandant du camp, qui était aussi un capitaine de l'armée française, le capitaine Rosen, et on lui dit, s'il doit partir, il faut avoir l'autorisation du capitaine Rosen, du directeur du centre. Alors on va dans son bureau, moi je ne comprends pas le français, mais mon oncle parle avec son collègue, la capitaine, ils étaient même grade d'ailleurs. Ils discutent tous les deux, et moi j'entends que la voix
il grimpe comme ça, il commence à s'engueuler. Et moi, je ne comprends pas de quoi il s'agit. Et je demande à mon oncle, comme ça, j'étais à côté de lui, je lui demande, en polonais, je lui demande qu'est-ce qui se passe. Pour mon oncle, j'étais encore le petit gamin qu'il a connu entre 0 et 10 ans. Il m'a rabroué, il ne comprenait rien de tout ce que j'avais vécu. Il m'a rabroué, il dit « Tais-toi, c'est pas ton affaire, et je m'en occupe. » Comme ça. Je me suis dit vraiment, j'étais blessé. Et je vois la voix monte, et puis je vois à un moment donné, mon oncle était armé, il avait un pistolet. Il sort le pistolet et il le braque sur le capitaine Rosen en face, lui, comme ça. Et moi, je vois cette scène, je lui dis, il va y avoir un malheur. J'étais très sensibilisé sur l'histoire des armes comme ça. Et je le vois comme ça, et il discute encore. Et puis, en parlant comme ça, mon oncle prend le revolver et il le pose sur la table à côté de lui. Alors déjà, s'il a posé le pistolet sur la table, j'étais déjà un peu plus tranquille. Ils ont encore discuté un peu. Et puis finalement, il me dit, ça y est, tu as l'autorisation, je t'emmène. Et c'est comme ça qu'il m'emmène tout de suite. Il m'a amené avec le docteur Cheval, et on s'est arrêté en route, en voiture, sur la route pour aller manger dans un restaurant. Ils m'ont fait boire du vin rouge. J'étais complètement sourd. Enfin, peu importe. C'était un retour comme ça, mais c'est pour vous dire, j'avais une possibilité, la meilleure, la plus importante de tous mes camarades, les 423 qui étaient là, pour rester en France, étudier, faire ce que je voulais. Bon, mon oncle voulait même m'adopter. Et je refusais l'adoption parce qu'il fallait renoncer au nom de mon père tout en gardant le nom de ma mère. Eh bien, non, ça ne s'est pas passé comme ça. Je n'ai pas accepté sa proposition. J'avais fait l'analyse qu'il fallait que je quitte l'Europe, dont je vous ai parlé au début, que je ne pouvais pas vivre en Europe. Et je peux vous dire, parmi les 423, 180, un mois et demi après, pour la même raison que moi, sont partis légalement en Palestine au mois de juin 1945. Vous vous rendez compte ? Et donc, si vous voulez, non pas au mois de juin, au mois de juillet, pardon, nous sommes arrivés au début juin, ils sont partis mi-juillet. Et donc d'autres sont partis aussi dans les autres pays extra-européens. Et moi, j'ai pris la décision de partir en Palestine. C'était en 1946-1947. En 1946, je me suis engagé dans la Ghana, ici en France. J'ai travaillé pour la Ghana et je suis parti en Palestine en 1947 avec des faux papiers. Il y avait ce qu'on appelait la Lia Dalet. Je ne rentre pas dans les détails. Toujours est-il que, en fait, pour moi, il n'y avait que cette solution, et ça j'ai compris bien longtemps après, c'était aller sur les traces de mon frère et d'accomplir ce que mon frère a voulu faire et il n'a pas pu faire parce qu'il a été assassiné. Et donc pour moi, à l'époque, je sais qu'aucune force n'aurait pu me dissuader de cette décision de partir en Palestine. Je pensais que j'étais idéaliste à l'époque, c'est vrai, il y avait une partie d'idéalisme. Mais le moteur le plus important était d'être fidèle à la volonté de mon frère. Et c'est pour ça que je suis parti, je suis resté. Mais alors après, les choses ont changé. J'ai travaillé au kibbutz pendant 7-8 ans. J'ai fait la guerre dans l'indépendance, et puis ensuite, j'ai pris la décision, je voulais faire des études. Comme je ne pouvais pas le faire là-bas, je suis rentré en France, voilà. Chose que mon oncle était très content, bien entendu. Il voulait m'aider, mais là, il y avait tout un problème. Comment faire pour avoir le bac, pour passer le bac? Comment faire pour faire des études de médecine? Parce qu'il faut être bachelier. Ah bon, c'était... Alors, je me suis expatrié encore une deuxième fois. Je suis devenu... Moi, je suis
bachelier de l'Académie d'Alger. Parfaitement. Et je suis pied noir d'adoption. J'ai beaucoup d'amis très proches en Algérie parce que j'ai travaillé en Algérie dans un grand collège pendant 2 ans où j'étais maître d'internat et j'ai préparé mon bac là-bas. Et j'ai passé mes 2 parties baccalauréat à Oran, qui dépend de l'Académie d'Alger. Voilà. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'en 1 an, tu as rattrapé ton niveau scolaire du niveau de 5e ou de 4e jusqu'au bac. Tu as eu une force de volonté. Non, il faut dire le problème. C'est vrai qu'il y a une force de volonté, mais tout dépend des gens que vous rencontrez dans votre parcours. Et c'est parce que vous rencontrez une telle personne ou une autre personne que les choses sont passées comme ça et pas autrement. Et ce problème du bac particulièrement, c'est grâce, non pas, bien sûr, ma volonté, mais parce que j'ai rencontré un professeur de maths et de physique dans ce collège qui, par chance pour moi, était un ancien résistant et déporté à Buchenwald. Et il a été libéré le même jour que moi, le 11 avril 1945. Et c'est grâce à lui que tout a été possible. Si je ne l'avais pas rencontré, les choses ne sont pas passées comme ça. C'est tout. Si vous voulez des détails, je peux vous le donner. C'est qu'en arrivant dans on m'a promis un poste de surveillant à l'internat d'un grand collège pour lequel j'étais nourri, logé et blanchi, et j'avais même un petit salaire. J'étais salarié en tant que maître d'internat. Et là, je devais aussi préparer mon baccalauréat. C'est pour ça que j'ai accepté ce poste. Et pour baccalauréat, on m'a fait passer un examen pour connaître exactement le niveau auquel j'étais. Et j'avais 7 professeurs qui m'interrogeaient dans une salle comme ça, et j'étais nul, parce que j'avais arrêté en classe de 6e, et puis j'étais un peu autodidacte, c'est vrai, je parlais le français parfaitement, je lisais, j'écrivais, mais j'étais quand même, j'avais pas la scolarité qu'il fallait. Ils m'ont posé des questions, et à la fin, ils m'ont fait sortir de la salle où j'étais. Ils allaient débattre. Ils ont débattu. En revenant, ils m'ont dit, voilà, nous avons débattu entre nous concernant votre niveau, mais on ne va pas vous le donner. On va le donner au directeur du collège, c'est lui qui va vous le donner demain. Alors je me suis dit, ça sent le roussi, comme on dit. Et bon, je suis parti. Le lendemain, je vais voir le directeur. Il me dit, effectivement, tout le monde t'a écouté, on t'a interrogé. Écoutez, compte tenu de ton vécu et que ce que tu dis, ils ont assimilé que tu étais au niveau de la classe 4e, 3e éventuellement. Si tu les cours de la 3e, dans 3 ans, tu pourras passer ton bac. Alors j'ai dit à ce directeur, écoutez, moi je suis venu ici pour passer mon bac à la fin de l'année scolaire. Si ce n'est pas possible, je repars. Je rentre à Paris. Alors il me dit, bon, je sors de chez lui, et un des professeurs qui était là, justement la veille qui m'a interrogé, il savait très bien ce que le directeur m'a dit, et il m'interpelle en sortant. Alors il me dit, écoute, j'ai cru savoir par le directeur, il savait que j'étais déporté et tout ça, j'ai cru savoir que tu as été à Buchenwald. Je dis, oui, j'étais à Buchenwald, j'étais libéré là-bas. Il dit, il faut que tu saches, moi aussi, j'étais libéré en même temps, le même jour que toi, le 11 avril 1945. Alors, quand vous avez un type comme ça, que vous retrouvez sans vous y attendre du tout, vous ne saviez même pas, c'est comme si vous tombez sur la tête quelque chose d'énorme, énorme, parce qu'avec cette personne qui a été au camp en même temps que moi, qui a été libéré le même jour que moi, je peux vous dire, c'est plus qu'un frère, c'est plus tout ce que vous pouvez imaginer.
Alors il me dit, écoute, j'ai bien écouté, je sais ce qu'on t'a dit, je sais ce que le directeur t'a dit et tout ça. Si tu veux, qu'est-ce que tu veux? Elle m'a dit, moi je vais passer le bac, parce que je vais faire des études après. Il me dit, écoute, on ne va pas discuter ici, tu viens me voir chez moi, et on va discuter chez moi. On était chez lui, j'ai expliqué ma situation, tout ça. Il me dit, écoute, moi ce que je peux te dire, c'est que je vais te prendre à l'épreuve pour voir ce que tu peux faire. Et je te donne un cours, notez bien, je te donne un cours gratuit tous les matins, dès 6h à 7h du matin. Il faut que tu sois à 6h chez moi. Je te donne un cours de 6 à 7. À 7h, tu retournes au collège où j'étais surveillant. Et j'étais obligé à 7h30 de lever le potage, de lever les élèves, les réveiller pour qu'ils aillent se doucher, qu'ils aillent déjeuner, pour qu'ils aillent au cours, tout ça. Tu retournes chez toi, tu fais ton travail 7h30 comme prévu. Et puis après, je te dirai, quand on aura travaillé ensemble, je te dirai ce qu'on peut faire. Et moi, j'étais partant avec lui à 100%. Il me dit, tout ce que tu veux, on se tutoyait d'ailleurs, et tout ce que tu veux, je le fais. Il faut comprendre que j'avais 25 ans. Je n'étais pas un gamin. Et donc, je fais ce que tu veux. Je me pointais à 6h chez lui, tous les matins. Lui, il avait déjà promené son chien. Il a déjà bu son petit blanc au café en face. Et il arrivait, et on faisait 1 heure de cours avec lui. Au début, c'était que des maths, et ensuite un peu de maths et physique. Et il me donnait des devoirs à faire pour le lendemain. Et je peux vous dire, c'est la période, j'ai travaillé beaucoup dans ma vie, depuis l'âge de 11 ans, comme je vous ai expliqué. C'est la période où j'ai travaillé le plus de ma vie. C'était la période oranaise pour la préparation de ma première partie baccalauréat. Je travaillais 20 heures par jour et je dormais 4 heures, toute la nuit. Et 20 heures, vous savez, 20 heures, mon travail, suivre les cours, faire tout ça, 20 heures, 4 heures de sommeil, et on tient le coup, pourquoi pas, on peut tenir beaucoup. Eh bien, son régime était comme ça, c'est qu'on arrivait à faire... Alors, d'abord, il m'a dit, écoute, ce qui est important en bac, c'est l'épreuve de mathématiques et de physique, parce que le coefficient est très élevé. Toutes les autres matières, c'est la merde. De toute façon, tu te demeures comme tu veux, comme tu peux, mais moi, je m'occupe de toi pour les maths et la physique. Je dis d'accord, et de sorte qu'on travaille intensivement comme ça, vous arrivez à faire en 2 jours, en 3 jours, le programme d'une année, de la classe de 4e, ou la classe même de 5e. On a survolé 6e, 5e, 4e, en très peu de temps. En très peu de temps. Et je lui rendais des devoirs tous les jours, des devoirs la veille. Et on avançait comme ça, et au bout de quelques semaines, il m'a dit, voilà, si tu veux passer le bac, il faut que tu fasses ce que je t'ordonne, et tu te débrouilles avec les directeurs du collège pour pouvoir le faire. Parce qu'il y a une question d'emploi de temps. Vous savez, il n'y avait pas l'ordinateur, vous pouviez prévoir et faire des cours de ceci en telle classe, des cours de cela en telle classe. C'est un grand collège, il y avait 1500 élèves, il y avait 5 classes de seconde, 6 classes de 6e, de sorte. Il m'a dit, tu fais ton programme comme tu veux, mais voilà, tu fais le premier trimestre, tu fais le programme de la classe de seconde. Deuxième trimestre, tu fais simultanément les 2 classes, la classe de seconde et la classe de première. Tu te débrouilles comme tu veux pour les autres matières, pour pouvoir couvrir les autres matières et tout ça, mais tu fais les 2 classes, première et seconde. Et si ça marche comme il faut, les 2, 3e trimestre, tu laisses tomber la classe de seconde et tu fais la classe de première et en juin, tu passes ton bac.
Et ça s'est passé exactement comme ça. Et je l'ai suivi vraiment comme ça. Et on était un binôme extraordinaire. Et ça s'est passé comme ça. Et avant le bac, les directeurs me convoquent en disant « Tu es fou complètement et tout le monde comprend que tu travailles beaucoup, etc. Mais moi, je te conseille de ne pas passer au mois de juin. Je me fais fort de te reporter pour passer au mois de septembre. » Alors, je dis pourquoi. Il me dit parce qu'au mois de septembre, le potache, ils sont rentrés chez eux au mois de juin. Ils partent en vacances. Tu seras tout seul. Tu pourras travailler tranquillement, 2 mois de plus. Et comme il faut une dispense particulière, à l'époque, on ne pouvait pas repasser en septembre si vous n'aviez pas une cause particulière. Je ne sais pas s'il y a des enseignants là. En tout cas, il fallait soit une maladie, soit un décès dans la famille, ou des choses comme ça. Vous pouviez reporter de juin à septembre. Sinon, vous ne pouviez pas. Il m'a dit, les directeurs, je me fais fort de te faire même un faux certificat médical pour que tu puisses passer en septembre. Et moi, je lui ai dit, non, moi, je passe au mois de juin. Et on était à couteau tiré comme ça. Et après, je lui ai dit, si vous ne voulez pas me présenter avec le collège, je me présente en autonome. Oui, candidat libre. Oui, voilà. Oui. Et donc, finalement, il a vu que je ne m'en céderais pas. Il m'a inscrit quand même, et j'ai passé le bac, et je l'ai eu comme ça. 20 ans après, on s'est rencontrés. D'ailleurs, c'était peu de temps avant sa mort. Et je lui ai demandé, pourquoi vous avez insisté tellement? Parce qu'il était fâché. Il m'a engueulé, il m'a mis à la porte de son bureau. J'ai dit, pourquoi vous avez insisté tellement pour que je ne passe pas au mois de juin, que je passe au mois de septembre? Et il m'a dit la vérité. Après, il ne voulait pas me dire pourquoi. Mais il m'a dit, 20 ans après, il m'a dit, et je pense qu'il avait raison. Il me dit, je t'ai vu dans un tel état de tension, parce que je travaillais justement 20 heures par jour, que je n'en ai que 4 heures. Je me disais, si jamais tu échoues, parce qu'en français, tu avais des lacunes, c'était pas parfait, tout ça, si jamais tu échoues, tu serais capable de faire une bêtise. Et j'étais obligé de lui dire, je pense, comme je me représentais au mois de juin, justement là où j'ai passé, si j'avais échoué, je n'aurais pas eu le courage de recommencer et je me serais suicidé, probablement. Parce que j'ai investi tellement de volonté et tellement de travail qui était extrême, et lui, il était tellement psychologue, il avait compris ça. Et j'étais obligé de lui dire, je suis obligé maintenant, avec la maturité que j'avais 20 ans après, et j'étais obligé de me donner raison. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'obstiner parfois trop, parce que ça peut coûter cher.